Jojo. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Salut, c'est Thomas Rozek. Quoi de plus déconcertant que de voir ces certitudes s'écraser telles des moustiques sur le pare-brise de la réalité? De se rendre compte que ce qu'on prenait pour un acquis, une pierre angulaire, une fondation, une base solide à jamais préserver des fissures et des menaces d'effondrement, pouvait d'un coup d'un seul se changer en sable et s'effriter sous nos pieds. Ainsi, par exemple, vous m'auriez posé la question il y a à peine un mois, je vous aurais affirmé avec confiance que tout le monde, absolument tout le monde avait compris que dans Star Wars, les méchants, ce sont les Stormtroopers, les soldats en armure blanche de l'Empire. Et puis patatras, voilà que la police nationale française, voulant rendre hommage à la séparation annoncée du duo casqué Daft Punk, se lance dans un hasardeux exercice de communication sur Twitter, laissant entendre que les rejoindre, s'engager dans les forces de l'ordre, c'était se ranger du côté des Stormtroopers. Dur. Comme quoi, le sous-texte politique des œuvres culturelles, même quand il est relativement simple, peut nous échapper. Ceci dit, la plupart du temps, c'est quand même plutôt l'inverse. Les grands succès de la pop culture deviennent même des symboles de ralliement dans les luttes. Du Joker à la Servante écarlate, en passant par V pour Vendetta ou Hunger Games, il n'est pas rare que les manifs se fassent avec les codes de la fiction. Alors est-ce que la SF et la fantasy ont remplacé les grandes idéologies fédératrices du XXe siècle? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. The accused stand charged with gender treachery in violation of Romans chapter 1, verse 26, by his word. Then, in the name of God and his servants here on earth, the accused are hereby found guilty. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Why so serious? Get out! I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! You shall not pass! Notre invitée, c'est Anne Besson. Elle est professeure en littérature comparée à l'université d'Artois, spécialiste de ces univers auxquels elle a consacré plusieurs ouvrages, dont le plus récent vient juste de sortir chez Vendémiaire. Il s'appelle « Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction ». J'ai commencé par lui demander si cette présence dans le champ politique de ces cultures n'est pas avant tout liée à un besoin de symboles autour desquels se rassembler. Ça fait indéniablement partie des éléments majeurs, évidemment. C'est la culture partagée des gens qui ont commencé à lire à partir du début du XXIe siècle. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup de gens. Si on convoque la symbolique de Star Wars, par exemple, on est garanti d'avoir une audience hyper large. Voilà, la dernière campagne de publicité de la police qui croise Daft Punk et Star Wars en disant engagez-vous, c'est vraiment caractéristique. C'est-à-dire c'est une campagne qui s'adresse vraiment au plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment décisif, ce fait de pouvoir s'appuyer sur une symbolique et sur des valeurs qui sont communes. Mais là où la campagne de publicité de la police se trompe un peu, c'est justement sur cette question des valeurs que les acteurs de cette culture populaire vont mobiliser derrière les références, les simples allusions cosmétiques. En l'occurrence, Star Wars, c'est un récit très clair et très manichéen et très lumineux de l'opposition des camps, et les Stormtroopers sont du côté du mal. Donc ça ne va pas d'en appeler à eux de cette manière-là. Pour ce qui est des symboliques qu'on retrouve plutôt du côté des protestataires, quelle symbolique là on va chercher? Qu'est-ce qu'on essaye de mobiliser au-delà d'une simple image que tout le monde connaît, à laquelle tout le monde peut se raccrocher? Et on va mobiliser quand même de l'idéologie derrière. Oui, bien entendu. C'est justement l'idéologie, c'est cette forme de la politique qui est diffuse et qui a un rapport direct à l'imaginaire. Et donc, les fictions de SF et de fantasy proposent une idéologie un peu contre le système. Enfin, voilà. C'est très rapidement dit parce qu'après, il faut nuancer énormément. Mais dans le cas de la Servante écarlate, par exemple, c'est une évidence, puisqu'il s'agit d'une dystopie qui imagine un futur possible atroce qui ressemble un peu aux États-Unis de Trump. Et le fait que donc, des manifestantes se déguisent dans ces costumes-là avec la cornette et la robe rouge, ça sert donc à mobiliser cette menace
tendance à y faire appel. Et puis, ça a aussi un avantage pratique. Moi, j'insiste là-dessus. Les masques, les déguisements, s'il y en a tant, c'est que ça permet un anonymat et donc un renouvellement des manifestantes susceptibles d'endosser ce costume. Elles sont à la fois moins qu'elles-mêmes, elles sont n'importe quelle servante, elles sont cachées sous le déguisement, et elles sont à la fois plus qu'elles-mêmes, elles sont un grand symbole qu'elles peuvent transmettre comme un flambeau. Ça rejoint cette idée de symbolique universelle, au sens où elle pourrait être effectivement n'importe quelle servante, mais ça pourrait aussi se passer n'importe où. C'est-à-dire que ces symboliques-là, elles sont compréhensibles bien au-delà des frontières de la manifestation, du pays même, ou de la région où tout ça se passe. Oui, tout à fait. C'est important parce que on associe, et c'est vrai, ces imaginaires à quelque chose de très occidental, de très américain, même nord-américain. Sauf que, et c'est une réalité, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel il faut réfléchir, la manière dont ces fictions sont les mastodontes de l'industrie culturelle, et toutefois, effectivement, utilisées, appropriées, détournées un peu partout dans le monde, parce que les manifestantes du Chili, par exemple, ont utilisé ces servantes écarlates, et les Taïwanais, les Hongkongais, les Birmans reprennent le geste du jet moqueur de Hunger Games. Alors, en partie, pour en appeler au public occidental. C'est-à-dire ça leur sert clairement à faire signe, littéralement, vers un public qui, sinon, ne regarderaient peut-être pas leur combat avec le même intérêt. Ça permet justement de faire appel à des références communes et donc à une universalité de ce combat. Et c'est intéressant que cette universalité soit aujourd'hui du côté des fictions et des fictions de l'imaginaire. La fantaisie et la science-fiction, les fictions de l'imaginaire, donc comme vous dites, c'est une tradition d'abord littéraire qui a une histoire assez longue. Est-ce qu'elle a une histoire politisée, longue, ou est-ce que ça aussi c'est une dynamique plus récente ? Alors on peut trouver des exemples de fantaisie et de SF politisés dès les origines. Alors c'est pas une histoire qui est si longue que ça, puisqu'elle remonte au 19e siècle, quoi. En gros, deuxième moitié du 19e siècle, pour vraiment se développer au 20e dans les pulps américains, dans les deux cas. Mais dès les origines de la fantaisie, par exemple, le grand exemple qu'on prend toujours, c'est William Morris, qui est à la fois considéré comme l'auteur des premiers romans de fantaisie pour adultes à proprement parler, à la toute fin du 19e siècle victorien, et qui est en même temps le cofondateur de la Socialist League, donc un socialiste utopique révolutionnaire, donc dans un contexte d'impérialisme anglais qui s'y prête très mal, et donc vraiment un homme militant qui va passer les dernières décennies de sa vie à faire des tournées de conférences pour porter le message socialiste auprès des ouvriers anglais. La particularité de ces styles et de cette littérature, c'est que, alors qu'elle est censée nous parler à la fois du futur ou de monde imaginaire, en fait, les deux nous parlent très souvent du réel et de l'actualité, du monde dans lequel elles sont écrites, elles sont imaginées, ces fictions. Oui, tout à fait. C'est ce qui explique leur progression, leur évolution permanente. C'est-à-dire que la fantaisie et la science-fiction se datent de la même manière que toutes les littératures. Peut-être encore plus, parce qu'effectivement, elles ont pour principe de proposer un reflet déformé, accentué ou décalé des réalités dans lesquelles elles s'inscrivent. Et ça les rend pertinentes. C'est le terme que j'utilise, ça les rend pertinentes dans leur contexte de production et de réception à chaque fois, avec éventuellement une possibilité de les rendre pertinentes, de les reprendre, de les repolitiser à chaque époque, de les relire en y infusant un nouveau contenu propre à chaque époque. Oui, c'est par exemple le cas de Margaret Atwood avec La Servante écarlate qui, à 40 ans de différence, je crois à peu près, 35-40 ans, prend un nouveau sens une fois qu'elle est portée à l'écran. Tout à fait. Un autre exemple encore plus frappant, c'est 1984, qui est systématiquement repris à chaque nouveau coup du sentiment d'une société de contrôle, de fake news, etc. Enfin, voilà, qui est vraiment qui a une capacité à se recharger politiquement, qui est tout à fait remarquable de la part d'un auteur lui-même, effectivement, très engagé dans les combats de son temps. Si ça se recharge justement aussi facilement, est-ce que c'est lié, c'est un phénomène que vous étudiez dans ce livre, au réinvestissement très fort et au fait que les lecteurs, les lectrices, les spectateurs, spectatrices ont tendance désormais à
prendre à bras-le-corps les fictions et ne pas juste en être des consommateurs, mais d'en être de plus en plus des acteurs, des modificateurs aussi parfois. Il y a deux choses, c'est-à-dire que c'est William Blanc qui a lui aussi écrit un livre sur la fantaisie et la politique, et auquel je rends hommage, qui fait la distinction importante entre la politique interne des œuvres, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des œuvres qui portent explicitement un message politique, c'est le cas de La Servante écarlate, c'est le cas de 1984, et il y a tout ce qui est usage politique, c'est-à-dire récupération externe d'une œuvre qui va être lue et qui va être interprétée de manière différente. L'œuvre, elle est ouverte par définition à une pluralité d'interprétations, si bien que Le Seigneur des Anneaux va pouvoir se prêter à des lectures d'extrême gauche comme d'extrême droite. Voilà, l'œuvre rend possible cela. Et effectivement, aujourd'hui, les lecteurs, consommateurs, joueurs, parce que le jeu a joué un rôle vraiment très très important là-dedans, ont conscience de ce pouvoir d'interprétation qu'ils détiennent, et ils l'exercent très directement, contestant les autorités, qui soient l'auteur, les producteurs, les diffuseurs, etc., ceux qui ont le pouvoir sur le récit. Les consommateurs vont le leur contester et le prendre à leur tour pour réécrire la fiction dans le sens qui leur plaît le plus. Est-ce que ces œuvres de fantaisie, pour le coup, celles qui sont le plus communément partagées et les plus connues, cette réappropriation et cet investissement très fort dans ces œuvres, est-ce que tout ça forme pour les générations actuelles une forme d'apprentissage des thèmes politiques d'aujourd'hui, là où, je ne sais pas, il y a 40, 50 ans, c'était d'autres littératures, d'autres types de biens culturels populaires qui servaient à ça. Est-ce que c'est aujourd'hui le rôle de la fantaisie et des univers fantastiques ? Je pense qu'on peut le supposer, en effet, parce que c'est un mouvement qui est déjà assez notable aux États-Unis, avec toujours l'avance que ce pays a sur nous. Donc, oui, c'est vraiment comme ça que c'est analysé, c'est-à-dire qu'un certain recul de récits politiques communs aux générations actuelles a permis ce type d'investissement dans les récits de l'imaginaire, notamment Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, des lectures politiques communes. L'exemple que je donne dans mon livre, c'est celui du syndicat étudiant rennais, l'armée de Dumbledore, qui a gagné plusieurs élections étudiantes et qui, au départ, commence un peu comme dans un style potache, et puis devient de plus en plus sérieux, de plus en plus impliqué, et malgré ces oripeaux séducteurs, ou grâce à eux, réussit à se faire une place très ferme dans cette université très politisée. Il n'y a pas un paradoxe, il y a certainement un paradoxe, mais de voir des grandes œuvres commerciales devenir des objets contre-culturels, alors que, par essence, elles sont mainstream. Oui, c'est un des paradoxes principaux. Le second étant évasion versus réel, qui est un autre problème vraiment fondamental dans ce phénomène que j'analyse. Donc oui, c'est problématique. Alors en même temps, on peut faire appel à ce qui a été posé très tôt comme une différence au sein des cultural studies entre culture de masse et culture populaire. La culture de masse, donc elle est faite par les producteurs pour s'adresser au plus grand nombre, avec un plus petit dénominateur commun et la volonté donc de ne pas faire de vagues, forcément. Elle ne devient culture populaire que quand elle a été appropriée par ses consommateurs. Et ça, il est tout à fait prouvé depuis les premiers travaux de réception des œuvres populaires, par exemple sur Dallas, ou sur les soap-opéras d'après-midi auprès des femmes de la classe moyenne, qu'elles ne les regardent pas du tout au premier degré, qu'elles n'en sont pas du tout dupes, qu'elles en font des choses, qu'elles en font des objets de dialogue, des objets de conversation, qu'elles y réfléchissent entre elles, qu'elles en parlent, que c'est un outil de socialisation et de mise en capacité à imaginer d'autres choses, d'autres scénarios, qui sort chacun de sa bulle quotidienne expérientielle. Ça sert à ça. Et donc, c'est vraiment l'appropriation qui est le mot-clé de ce paradoxe, et qui peut en partie servir à le résoudre. Est-ce que justement, c'est ce côté fédérateur qui fait que là où on a beaucoup discuté de la disparition des grandes idéologies, du communisme, des grands mouvements intellectuels politiques qui fédéraient tout au long du XXe siècle, qui fédéraient les foules, qui fédéraient les masses et qui les rendaient politiques, est-ce que c'est par leur aspect fédérateur que ces œuvres imaginaires ont plus ou moins remplacé ces idéologies en termes de première marche vers une pensée politique plus construite ?
En partie, oui, mais elle n'échappe pourtant pas à l'émiettement, qui est une caractéristique fondamentale de la culture contemporaine et de la vie contemporaine. C'est-à-dire qu'on est en même temps, on peut faire allusion à quelques 4-5 fictions communes, mais à chaque fois, il faut les renouveler, puisque là, on n'a pas de nouveau Game of Thrones. On a plus ou moins fini Star Wars. Donc là, on est de nouveau dans une phase, on appelle ça la peak TV, ou l'hyper-choix, où des dizaines et des dizaines, et plutôt des centaines, voire plutôt des milliers de séries ou de propositions culturelles nous sont faites à tout moment. Donc, il y a cet aspect fédérateur, mais qui ne doit pas dissimuler l'existence de niches culturelles très fortes, de hiérarchies internes, de recherche expérimentale, mais là, qui rejoignent l'aspect contre-culturel que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a un aspect très récent, moi, qui m'a frappé, et je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Je retrouve ces dynamiques issues de la culture des univers fictionnels dans un mouvement qui, pour le coup, n'est généralement pas forcément associé à ces univers-là, qui est le mouvement QAnon qu'on a vu aux États-Unis, très concrètement lors de l'invasion du Capitole. On l'a vu physiquement apparaître. Ce mouvement-là, on y retrouve aussi, là on est de l'autre côté du bord politique, de l'échiquier politique, où d'habitude ces univers fantastiques ont tendance à trouver résonance. On y trouve aussi des dynamiques communes, la façon de réécrire le réel ou de réinvestir le réel et de l'emmener dans la fiction quasiment. Oui, tout à fait. Mais en fait, on peut estimer que ce type de façon d'en appeler à la fiction pour réécrire la réalité est sans doute, et au moins et très largement, un phénomène qui est plutôt effectivement de droite, d'extrême droite. C'est Stephen Duncombe qui fait ce constat-là dans un ouvrage qui s'appelle Dream, et qui invite à réinventer la politique de gauche. Et ce qu'il remarque, c'est que les conseillers en communication de Bush ont explicitement, ils se sont vantés de dire que, effectivement, elles n'existaient pas, ces armes de destruction massive, mais qu'ils avaient réussi à le faire croire et que c'était ça qui était important, parce que eux, ils avaient le pouvoir de réécrire la réalité. Et donc Duncombe dit, mais il est hors de question qu'on leur laisse ce pouvoir-là. Il faut que les gens de l'autre bord prennent conscience de ce pouvoir-là et l'utilisent pour pour de meilleurs objectifs. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui, c'est une lutte pour dans un certain sens, l'invention du réel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme image, comme récit, comme un rêve qui va pouvoir mobiliser des gens, les engager à essayer de changer les choses. Et de ce point de vue, les complotismes, tout ce qui est phénomène des fake news, etc., participent de cette fictionnalisation massive de la réalité et de cette fictionnalisation de la politique et du politique. Et effectivement, les QAnon qui apparaissent avec leurs tatouages, avec leur casque, leur peau de bête, etc., il propose un type de récit, et en particulier, alors, en l'occurrence, il renvoie à certains types de néopaganisme qui existent aussi dans le New Age et donc du côté de l'extrême gauche. Effectivement, ce sont des codes qui peuvent tout à fait être partagés par différentes idéologies. Et d'ailleurs, un collectif d'auteurs de fiction italien a tout récemment émis l'hypothèse d'être bien involontairement à l'origine du phénomène QAnon. Comme quoi, on est parfaitement dans le thème. Merci à Anne Besson pour ses réponses. Son dernier ouvrage, je le redis, il s'appelle Les pouvoirs de l'enchantement. Il est disponible chez Vendémiaire. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.